did you come from? Did you really just float down from the sky? Who are you? My name is the Eugelion. The planet I come from is negative. All the beings there are like photographic negatives. I have taken the acid bath, which has revealed my true self to me. And since then, I've been searching for my positive planet. You're here. You're on the planet of men. It's true then? You are men? We're women, but we're also men, since we're part of the human species called mankind. In other words, 1 man out of 2 is a woman. I am searching for the male of my species, and I'm looking for my positive planet. Eugelion, c'est une extraterrestre parce que les femmes, on n'est pas encore arrivées sur la Terre, tu vois. On n'est pas atterri encore. On n'est pas là. La Terre ne nous appartient pas. L'écriture, c'est très secret, c'est très solitaire. Mais c'est un geste solitaire, mais qui est toujours dans la projection d'autres personnes. Quand j'ai appris à lire, j'ai appris à écrire, littéralement. C'est-à-dire, j'ai appris que j'allais écrire toute ma vie. C'était pour moi la révélation des mots sur le papier. Et c'était comme si c'était l'ouverture d'un monde comme infini. Il y avait là probablement un pouvoir, une puissance plutôt qu'un pouvoir, une grande, grande puissance. Pour moi, l'écriture, c'est un travail sur le langage. Et si tu travailles, si tu transformes le langage, tu transformes le monde. Puis même si t'es pas une femme, si t'es un homme, l'homme, le poète, transforme le monde en écrivant. Mais moi, en tant que femme, je crée un champ culturel nouveau dans lequel j'ai toute l'attitude. C'est extraordinaire, un champ de création. C'est extraordinaire d'être une femme puis d'écrire. And while the hand merely glides, the pen leaps, runs on, never touching the ground except to find a foothold from time to time, and to open doors, all of them tiny. From this furtive landing point stem upstrokes and downstrokes, flowing full and round. Through the hand's hopping and skipping, there is a gathering of traces, and then what we have are words. You get words like Avertine, Aphelia, Ansil, Adizetu, and like Xanthippe, who wed the philosopher of truth, poor cow. Somebody take her on home. I could name quite a few more, but their names escape me. Better to write them down as they come back to me. But how? Using what body language? On a canvas or on emery board? Le mot, je décompose, j'essaie de trouver une substance, puis à partir de ça, je crée le personnage. Mais c'est toujours la même personne, au fond. De toute façon, c'est moi. Hein? Le nom n'est jamais gratuit. Ahimsa, ça veut dire ne pas faire de mal. C'est la devise d'Einstein. C'est un mot sanskrit. Puis à partir de ça, là, j'ai tout créé un univers à Ahimsa. C'est la mère, c'est celle qui met les enfants au monde. Puis c'est aussi celle qui... C'est la maison hantée. Elle est hantée par cet être qu'elle va mettre dans un monde épouvantable, tu sais, un monde où on soumet les petites filles, où on envoie les petits garçons à la guerre. Puis là, j'ai pensé au banquet de Platon, puis j'ai pensé à la Grèce. Puis c'est là que j'ai eu l'idée de faire le pique-nique sur l'Acropole. Je pense que c'est le berceau de la misogynie occidentale, la Grèce. On est encore en plein dans la culture platonicienne. Quand je dis les hommes, ils n'ont pas à se plaindre, on les a cherchés pour le pique-nique sur l'Acropole. Ils n'étaient pas là, ils étaient tous rendus au banquet de Platon. Ils sont encore là au banquet de Platon.
It is Agamemnon's mask of gold that says no. It's his mortuary mask that continues to lay down the law. And yet, just look at this golden mask. See how it sleeps. J'écris des scénarios de films, j'ai fait beaucoup de recherches aussi pour le cinéma. J'étais dans la production alimentaire, là, tu sais. Et à un moment donné, c'est pour ça d'ailleurs que j'ai changé de nom, j'ai arrêté, j'ai dit là, j'écris des livres. J'ai écrit Le Guillon, j'avais 41 ans quand j'ai commencé à écrire Le Guillon. Alors, mais j'aurais pas pu l'écrire à 20 ans de toute façon. Ça prenait, tu sais, vraiment, c'est un livre qui est chargé d'expérience, de vie. Le Guillon, c'est vraiment un archétype. La preuve, c'est que beaucoup de gens ont pu s'identifier à cette personne-là. C'est un personnage qui était vu, comme je l'ai décrit au début, elle était comme la Statue de la Liberté en marche dans le port de New York. Et les terribles vivantes, pour moi, ce sont des géantes. C'est la femme qui devient visible. Tu vois, la femme qui devient visible, elle est perçue comme une géante. Mais c'est comme la petite souris qui sort là, du coin de ta pièce. Elle est tellement inattendue qu'elle t'apparaît tellement monstrueuse qu'on monte sur une chaise pour pas qu'elle te marche entre les pattes. Mais je pense que la réaction qu'on a des femmes qui deviennent visibles, c'est on en a peur parce qu'on les a jamais vues. Tu sais que moi, Le Guillon, je considère ça comme un livre, une espèce de livre, une introduction à mon acte d'écrire. C'était comme si j'avais besoin de dire « Mais moi, je suis un être humain. » Moi, je pouvais pas m'identifier à aucun écrivain, même pas à des poètes que j'adorais. Et je me posais la question « Mais qu'est-ce que c'est qu'être un homme? Qu'est-ce que c'est qu'une femme? Si tu es un homme? Si tu es un oiseau? Si tu es un paillasson? C'est quoi? » What is a man? Said the Eugalion. Is it a woman? Is it a man? Is it a wolf? Is it a Hercocervus? Is it an owl? What is a man? Le mot homme, par exemple, c'est un mot qui englobe toute l'humanité, tu sais, dans une grande famille. Hein? Puis en même temps qu'il t'englobe dans cette famille-là, il te rejette brutalement parce que t'es pas un homme. Puis si tu te prends pour un homme, t'as envie du pénis, etc. Tu comprends? Mais t'es un homme parce que t'es un être humain. Alors, c'est une schizophrénie. Schizène, ça veut dire fendre, puis frêne, c'est l'esprit. Ça fend ton esprit en deux. Tu sais pas où tu es. Je suis solitaire, mais non pas isolée, même si je vis dans un village. Parce que je cultive des amitiés amoureuses, je cultive des amis. Et j'ai des amis hommes, mais la plupart en majorité, ce sont des femmes. La véritable famille, pour moi, mon étymologie personnelle, c'est les femmes. Comment, à un moment donné, on fait qu'il y a un déplacement justement de la femme patriarcale à une femme qui est portée par une conscience féministe? Comment ça se produit? Pour moi, ça demeure toujours un mystère. Comment le passage se fait? Au sein de la famille patriarcale, c'est-à-dire au sein de la famille nucléaire, tu as des femmes qui s'en trouvent bien, puis qui vont se croire exceptionnelles, qui vont dire, ben moi, mon homme, il est pas pareil, moi, je subis pas les effets du patriarcat, moi, je subis pas d'injustice. Et il y a aussi les femmes qui subissent les injustices, qui en sont conscientes, mais que
Si elles mettaient ça en question dans le milieu familial avec leur mari, c'est que ça mène tout droit au divorce. Parce qu'à partir du moment où tu ne veux plus composer avec une situation comme ça et que tu crées des conflits, puis à partir du moment où le conflit est créé, si les deux ne se remettent pas en question, c'est le divorce. Combien il y a de femmes qui peuvent se payer le luxe d'un divorce? Là où je pense que ça joue beaucoup, c'est dans le rapport affectif, émotionnel qu'on a avec l'environnement, dans notre environnement quotidien, avec des enfants, avec un homme, avec... Ça, je pense que ça joue beaucoup parce que c'est un arrachement. Et non seulement il faut s'arracher à ce à quoi on a été habitué individuellement, mais en plus, on a l'impression qu'il faut s'arracher aux gens qu'on aime aussi. Ça prend des femmes extrêmement fortes et courageuses. Puis c'est pour ça que la solidarité est si importante, parce que si on se sent soutenu, là, on peut faire une chose. Mais toute seule dans son coin, faire ça, c'est impossible. Oui, oui. By means of this ceremony, I consecrate you with feeling to the cult of filth. So, here you are before my eyes, dear sister, so radiant on this most beautiful day of your life. I hail you, new Vestal Virgin of the sacred dust, little modern-day Cinderella, who have finally found your noble Prince Charming. Finalement, le psychanalyste essaie d'adapter la femme à son rôle dans la société. C'est ça, au fond. Et il essaie de nous faire jouer le rôle de femme, parce qu'on est au théâtre, hein, on a chacun nos rôles quand on vient au monde. Mais toi, là, ton rôle, là, c'est ça. Tu te maquilles bien, tu te mets devant la caméra, puis là, devant la caméra, c'est-à-dire le monde. By marrying, dear sister, you take on your charming shoulders the future filth of your husband and of your offspring. You will have to account for it every day of your life. That is your noble role as wife, which in addition includes several other small tasks. Woe unto you, my child, if you do not immaculate everything around you. Here is your shit, here is the shit of your husband, and here is that of your future children. It is to you, and you alone, that we entrust this sublime substance. For you alone can rid your home of it with elegance, without it becoming in any way noticeable, or else purify it, recycle it, or transform it into a bouquet of roses with your magic fingers. Puis là, après ça, on dit, mais les femmes n'ont pas de génie, les femmes ne créent pas. Tu sais, c'est comme dans le Guignol, quand les hommes sont autour du puits de mélasse, puis ils regardent les femmes qui sont en bas, qui essayent de dessiner, puis tout ce qu'ils dessinent, c'est de la mélasse, c'est tout ce qu'elles connaissent, tu sais. Puis ils disent, mais ils n'auront jamais de génie, regarde-les donc. Tout ce qu'elles savent faire, c'est dessiner de la mélasse. Les hommes, ils envient l'utérus, au fond. Ils envient le pouvoir de reproduction des femmes. Et c'est très, très facile à comprendre qu'au moment où on ne savait pas qu'il y avait un lien causal entre ce qu'on appelle le coït là, et la reproduction, que les femmes étaient considérées comme des déesses. Elles reproduisaient l'être humain. Ils ne savaient pas à ce moment-là qu'ils avaient ce pouvoir de procréation. Et quand ils ont su, au lieu de dire, bon, on est chacun à égalité là-dedans, on fait chacun notre part, bon, mais là, avant, ils n'avaient rien, et là, maintenant, ils avaient tout le pouvoir. C'était eux qui avaient la semence, c'était eux qui reproduisaient, et la femme n'était qu'un vase destiné à recevoir cette semence-là. Si on leur fait croire qu'ils sont tout depuis leur naissance, puis à un moment donné, on leur dit non, vous êtes la moitié seulement dans l'affaire, vous êtes seulement une moitié comme on nous a toujours appelé, hein, la tendre moitié. Alors, si on leur dit vous êtes seulement deux moitiés, c'est comme si on les castrait vraiment, c'est comme si on leur enlevait ce qui faisait le tout pour eux dans leur mentalité. If you love a male of your species, women of the earth, don't come to him from the depths of the frozen earth, crawling to his feet on all fours, begging him to watch over you from his great height. If you love a man of your species, women of the earth, do not ask him to take charge of your life.
Your life is too precious to hand over to someone else. If you love a man of your species, women of the earth, rise up before him, surprise him, go forth to meet him. Be tongues of fire that descend upon him and inundate him with dazzling light and scorch his face and ignite his body and his loins. The alliance of the human female and the human male sharing power would be something so new in your world it could transform it. But never compromise on the essential, which is your autonomy. À partir du moment où ils auront vraiment fait une prise de conscience, je pense qu'il y aura des possibilités qu'on fasse des couples à partenaires égaux. Mais sans prise de conscience des hommes, je t'assure que ça ne marchera pas. Même si il y en a actuellement, soi-disant, bon, ils partagent des choses. À un moment donné, c'est pas quelque chose qui se fait de l'extérieur, ça. C'est vraiment quelque chose, un retour sur soi intérieur. Comme les femmes ont fait, ils se sont remises en question, puis on dit non, on va arrêter de jouer le rôle de victime. On n'est pas des victimes, on n'est pas inférieurs. Alors, il faut qu'ils se disent à un moment donné, on n'est pas des bourreaux. Non, je suis pas un bourreau. On n'est pas des bourreaux, puis on n'est pas supérieurs. Quand est-ce que tu commences des cours, là, on est? Lundi. Là, jeudi. Pas ce lundi-ci. Lundi qui s'en vient. Non. Je pense que c'est pas facile d'élever un fils quand on est féministe. C'est arrivé? Tu sais, on a eu des nouvelles comme quoi tu avais une enveloppe là, à Montréal. Non, c'est pas ça. Ah, tu t'es informé? Ouais, je me suis informé, c'est... Si lui a été élevé dans un esprit féminin, il y a beaucoup plus de chances de s'intégrer dans un monde où la femme va compter, parce que déjà, pour lui, ça compte. Ouais. Je pense il va vivre sur un plus grand registre, tu sais. Et puis, mais il y a des choses auxquelles il peut pas vivre sur le registre masculin tel qu'il est actuellement. C'est ça, il doit changer, lui-même, il fait ses propres changements. Puis c'est un bonhomme qui est pas mal, il est plein de réflexions, j'ai beaucoup confiance. Puis tu vois, ce que c'est moi, qu'est-ce qui peut me voir dans ma vie? C'est mon enfant, tu vois. Je suis de tous les sexes. Mon corps se fait sexe et buisson. Mon sexe a pris corps entre tes mains d'homme d'ardents regards. Mains avenues à douceur où je m'y promène, où je t'y accueille de toutes mes forces. Je te distribue dans tous les coins de moi-même. Je te donne le voisinage de mon sang, toi qui me touches. Mais décrire le sexe d'une femme de façon beau, poétique, jouissante, avec les mots qu'on a, c'est drôlement difficile. Et puis, à chaque fois qu'on trouve une phrase qui est belle, on se sent bête, presque, parce qu'on n'a pas l'habitude de voir ça. Moi, j'ai parlé de la difficulté de parler à la fois de la sexualité femme et puis même du sexe femme dans le texte. Parce que les mots sont très péjoratifs en anglais. Le mot qu'on utilise couramment, c'est cunt. C'est un mot péjoratif, c'est un mot très laid. C'est comme en français, c'est le mot con. Et les gens disent, ils l'emploient parce qu'ils disent, oh, mais ça n'a plus du tout ça. On pense pas à ça, mais le mot, si tu remontes, il faut remonter à l'étymologie des mots. Moi, j'ai inventé un mot pour le sexe de la femme parce qu'il n'y en avait pas. J'ai inventé le mot clitorivage. Ah, c'est beau, ça! Oui, c'est pas ça rend compte du clitoris, du vagin et du rivage où, à un moment donné, on amérit. On amérit au rivage du sexe. Oui, mais j'aime beaucoup ce mot-là, puis je le redis tout le temps parce que je veux
c'est comme le mot génilité. Je le redis dans mes textes parce que je considère que, pour moi, ça fonctionne, ces mots-là. Peut-être ça peut fonctionner aussi Ça peut chez fonctionner d'autres pour personnes. absolument. Le C'est mot ça, génilité, en équivalence, parce qu'il n'y avait pas, il y avait pas de mot équivalent de la virilité. Parce que la féminité, c'est pas, ça rend pas compte de la puissance de la femme, puis ça rend pas compte de... 153, 25, là. Ça va partir, là. Le discours crée la langue et la langue crée le discours. Il n'y a pas de clivage entre ce qu'on est et la langue qu'on parle. Et comme la société est sexiste, hein, la langue est sexiste, on est parlé par la langue. Hein? Alors, à partir du moment où tu parles une langue, elle te parle. Puis elle te parle comme étant un être inférieur. D'abord dans sa syntaxe, dans sa grammaire. Elle te parle comme étant le masculin l'emporte sur le féminin. Parce qu'on n'a pas de mots pour dire qu'une femme est sculpteur. On va dire une femme sculpteur, une femme écrivain. Mais sais-tu que le lettré considère que si on dit une femme auteur, auteur devient un adjectif. On est des adjectifs. On n'est pas des substantifs. On n'a pas la force du substantif qui s'enracine dans un discours. L'adjectif, c'est de la fioriture, c'est de l'ornementation. C'est ce qu'on fait quand la maison est bâtie. On commence pas par décorer la maison. Tu comprends? Nous autres, on n'a même pas d'assises, on n'a pas de maison, on n'est pas enraciné. On commence à féminiser les titres, mais on a beaucoup de difficultés. Hein, parce que, par exemple, tu vas-tu te faire appeler une cafetière si tu tiens un café? Vas-tu être une matelote si tu vas travailler sur un bateau? Tu comprends? Alors, si tu veux même vraiment féminiser, qu'est-ce que c'est la langue est tellement péjorative pour les femmes? Quel est le féminin de garçon? C'est garce. Le langage, c'est vraiment... Le langage, disons que c'est politique. Le langage est politique. Les femmes, ce qu'elles apportent dans le monde, c'est l'écologie, c'est-à-dire c'est le respect de la vie. Elles la donnent, la vie. Donc, elles en savent le prix. La vision d'un monde féministe, c'est une vision d'un monde écologique. Fille ou frisson, fruit ou chanson, peu m'importe la vie. Belle ou nuage, geste ou tangage, peu m'importe la pluie. Elle ou reflet, danse ou galet, peu m'importe l'écrit, pourvu qu'en naissant, je sois l'océan. Naine-nous géante, étoile filante, peu m'importe le pluie. Vent d'olivier, gloire ou voilier, peu m'importe le cri. Algoutison, quartz ou saison, peu m'importe l'épi, pourvu qu'en naissant, je sois l'océan. Cheveux ou hanches, terre noire ou blanche, peu m'importe le gris.
Oh, ma ralentie, tu vas de l'inquiétude frissonnante à la jouissance insupportable, et tu remontes vers la terreur et redescends vers le bonheur. Oh, ma ralentie, tu vas de l'inquiétude frissonnante à la jouissance insupportable. Oh, ma ralentie, et tu remontes vers la terreur et redescends vers le bonheur. Le corps couvert de fleurs à chaque stade de ton séant et de ton couchant. La caresse est révolutionnaire, dit Ancile. Et s'il y avait un troisième sexe, je serais trisexuelle. Et s'il y avait un troisième sexe, je serais trisexuelle. C'est un fossile. Oh, c'est beau! Et c'est beau à toucher. Oui, hein? Oh, ça a des millions d'années. Mais ça, c'est un peu moins doux. Oui. En tout cas, je la donne. Oh, merci! Grandmère is taking me with her into the forest. Soaring upward, a passion in space that gives blood, odor, identity to all the things of earth and sky. There is activity in the air. The frog pond is vibrating. There is stretching in the forks of the trees. There is yawning in the animals' lairs. The forest is awakening, the heavens on its shoulders. And we are there to see it all. Living creatures with their anatomy, their cells of earth, vegetation and water, their astral energies and magnetic forces. Grandmère leans over and chooses with her hand and her heart the miraculous herbs, the admirable, intelligent, living herbs. She picks with ancient gestures the herbs of perpetual life. Oh, the peace that comes to us within the friendship of the forest. Grandmère is planting seeds within me, the seeds of tree and water and wind and ancient earth, to approach very close and love with all my heart. I withdraw to the corner of the kitchen table. I am captivated, absorbed by the most urgent of tasks. I am drawing. But it doesn't matter what I am drawing. The result is always the same, inexactitude. There is always one paw that is not a paw, one ear that is not an ear, one tooth where the essence of the tooth is absent. Grandmère, who has been encouraging me all along, can't resist any longer. She approaches lightly and draws her first hen. She mostly draws hens. Unbelievable hens, where all the qualities of hens converge. That means their way of walking, the moving tissue of their blood, the warmth of their Pope's nose,
the axe that will chop off their heads. Spirale. C'est la spirale. Grand-mère draws because she likes to draw, without apparent effort, without previous struggle, without tormenting herself uselessly. Ouais, comme je faisais. Ça, là, tu pourrais, je sais pas, mettre de la couleur. Oh oui, il est drôle. Grand-mère draws hens who are profoundly happy, joyous, exalted, in a state of jubilation, of cogitation, of celebration. Soon I could no longer resist. She had communicated her enthusiasm to me, her confidence in the absolute. I dove like a bird of prey into my next drawing, my next creation. Grand-mère had just attacked her 100th hen by surprise. I could have sworn there were feathers and down floating around the kitchen. We entered into joy with both feet, into the dance of harmonies. The gate of mysteries was set ajar. I was learning that an intense relationship built of affection, emotion, passion can link us to everything around us. Je suis née dans un milieu pauvre, mais où il y avait des valeurs. Et les valeurs, c'était la terre, c'était la nature, c'était les enfants, parce qu'on aimait les enfants dans ma tribu. On aimait aussi les bêtes et la beauté, sûrement. Et très jeune, on m'a donné le virus du livre. Grand-mère m'apportait des livres à tous les vendredis. C'était le jour de paye, alors elle arrivait avec des livres, un livre ou deux. Et puis, j'ai eu des années d'apprentissage difficiles, l'école, et j'ai commencé très jeune, à l'âge de 13 ans, à travailler dans les usines. Mais en même temps, c'est là que j'ai appris et que je suis devenue une femme cosmopolite, parce que dans les usines, j'ai rencontré la Méditerranée. Les femmes apportaient des mets de leur pays, alors je goûtais aux olives de Grèce, aux poissons séchés du Portugal. C'est une chance, quelque part, pour moi, de devenir une petite fille cosmopolite à 13 ans et de me rendre compte qu'il y avait d'autres civilisations, qu'il y avait d'autres façons de vivre et de manger et de penser. Je suis une autodidacte à part entière. J'avais développé beaucoup de connaissances, j'étais curieuse de tout et j'aimais les gens. J'aimais profondément les gens, alors j'avais ce qu'on appelle de l'entre-gens. Et ça, c'est bien important dans la vie de l'entre-gens. Et je sais pas, d'une chose à l'autre, j'ai rencontré des gens. Tout d'un coup, je me suis retrouvée dans une librairie travaillant pour un éditeur qui était Jacques Hébert. Et tout d'un coup, je corrigeais des manuscrits, je corrigeais des épreuves de manuscrits. Je quittais toujours un travail pour faire un voyage, pour me promener en Amérique. J'étais peut-être pas une nomade, mais peut-être une itinérante. Quand grand-mère est morte, il a fallu que je prenne ma vie en main. C'est que je la trouvais tellement admirable et extraordinaire. Il me semblait qu'elle avait tout fait et que quelque part, elle me justifiait de ne rien faire. Alors, j'ai d'abord fait une grande dépression qui a duré plusieurs mois. Et je mangeais. J'étais devenue absolument boulimique et je mangeais et je mangeais. Et j'ai engraissé peut-être de 70 livres. Je pesais, à un moment donné, je me suis pesée, je pesais près de 200 livres. Un jour, c'est-à-dire peut-être 3 mois après sa mort, j'ai décidé que là, bon, vraiment, il fallait que je prenne ma vie en main. Et j'ai quitté le dernier emploi pour devenir une artiste, pour ne faire que ça. J'ai juré que je ne ferais que ça. C'était, tu fais ça ou tu crèves. J'étais en train de mourir de toute façon, à manger de cette façon. C'était vital. C'était vraiment vital et je m'en rendais compte.
Je voulais écrire, mais je n'y arrivais pas. Je m'assoyais devant ma machine à écrire, je mettais une page et j'écrivais des clichés. J'écrivais « il fait beau », j'écrivais « il pleut », j'écrivais « il vente », je ne pouvais rien écrire, je pleurais. Alors, comme je voulais être une artiste, je me suis dit peut-être que je pourrais dessiner et peindre. Et là, c'est une autre très longue histoire, mais je me suis retrouvée tout d'un coup en train de faire des fresques et des femmes telluriques et des choses comme ça. Et travailler quand même en tant qu'artiste, ça coûte assez cher parce qu'il faut investir et se procurer du matériel, ne serait-ce que des tubes de couleurs. Alors, j'avais trouvé un emploi de nuit dans une tour de la ville de Montréal à la place de Bonaventure. J'étais femme de ménage. Je commençais très tard le soir et on passait la nuit à faire du ménage. Et un soir, j'arrive dans une pièce. Il était très, très tard. Je rentre dans une pièce et je vois tout de suite un riopelle, un vrai riopelle, une huile très belle. Alors, je continue. Là, il y avait un Chagall. Et puis, au fond de la pièce, il y avait un Marcheseau. Et c'était comme si... Ah, c'était terrible. Je ne sais pas comment c'était. C'était toute l'aberration du monde pour moi. Je me souviens que c'était un grand dessin dont le titre était « Celle qui parle le langage des oiseaux ». Il y avait des oiseaux, c'est très, très coloré. Et puis, je me suis assise et j'ai pleuré. Et j'avais l'impression d'être dans un état d'hémorragie, que tout mon sang sortait de moi et faisait les couleurs de ce grand dessin. Et j'ai laissé tout mon attirail de femme de ménage et je suis descendue. Je ne pouvais plus travailler. Je me suis dit, c'est aberrant, je ne vais pas continuer à faire ça. Mais il y a eu des moments très difficiles parce que j'avais froid. Je me souviens qu'à un moment donné, j'avais mes chats. Évidemment, mes chats, c'était mon premier groupe de thérapie. Il fallait nourrir les chats en ville. Je ne pouvais pas ouvrir la porte et dire aux chats, allez vous trouver à manger. C'était pas possible. Alors, je mangeais la même chose que mes chats. J'ouvrais des boîtes et je donnais à manger. D'ailleurs, le Puss in Boots, c'est vraiment horrible. Ballard est définitivement supérieur. Et je me suis retrouvée un printemps vraiment là... J'avais pas d'argent, il me restait plus rien. Et je me suis dit, qu'est-ce que je pourrais faire qui ne demande pas d'investissement et qui serait de la création? Je dis, écrire. Il n'y a pas d'investissement de tubes de couleurs et de matériaux ou quoi que ce soit. Et j'avais évidemment des rames de papier, des piles de papier, et j'avais toujours mon dactylographe couvert de fils d'araignée parce que je n'arrivais pas à écrire. Et j'ai rédigé mon premier livre. Page après page, je pouvais écrire. Il fallait que je passe par le visuel, je passe par la peinture et la sculpture, et que je me prouve à moi-même que j'étais une artiste. Et je suis devenue ce que je voulais être depuis mon enfance, une écrivaine. I am the scribe. My hand becomes glorious and I relate. I invent. I transcribe. I distort and I alter. I exaggerate. I interpret and I speak. I write. With a spiral movement, I grasp the skin of words. I peel them and I disembowel them. I take the words in my two hands. I sweeten them, I pepper them, and I salt them, and I stick them up my trump, in my mouth, up my nose. I breathe as easily in the tender clay of words as in the vertebrae of the verbs. I flatten the impertinences. I tie up the uncertainties. I stamp on potential inanities and their disastrous consequences. I have learned little by little to cast off the anchor of the reasonable, to wipe the theories from the table. I am the worker bee detached from her caste. I am the forgotten one, unknown, almost invisible. It seems important to me to create new constellations of words that will be like comets. In this glorious hand, I mobilize all the energies of our snowstorms, our thunderstorms.
I am like the kiwi bird. I examine by feel. I investigate with my beak. I deport myself into exile. I will end up conquering my anguish. I am the scribe. I write with this radiant hand so that on the night when my years will be counted, I will be able to pronounce the words of light. With this glorious hand I am writing before the cancer of doubt and resignation devours the creative organ or sticks a price tag on it. If one day I cease to write myself, to paint myself, the glorious hand would fall from my body like an autumn leaf. C'est comme une enfant de la terre, et puis le deuxième, c'est la mère des herbes. On peut les qualifier de roman ou de chronique. C'est évidemment très, très autobiographique. Je n'étais pas rendue au théâtre encore, alors je pense d'ailleurs que les romans sont toujours autobiographiques, contrairement au théâtre où c'est vraiment autre chose. Le théâtre, c'est le plaisir des autres, c'est l'intervention des autres. On écrit un texte et on le donne à une metteur en scène, on le donne à des scénographes, on le donne à des actrices, à des acteurs. C'est un cadeau qu'elle m'a fait à Jovette, je dois dire. Un cadeau de jouer Anaïs, parce que c'est tellement riche, tellement enrichissant, je me sens. On a tellement d'émotions dans cette pièce qu'à certains moments, je me dis, mon Dieu, le cœur va nous craquer. J'ai envie de rendre visible la culture des femmes et l'histoire des femmes, et je peux le faire à travers le théâtre. Donc, parler des autres, parce que le théâtre, c'est vraiment ça, c'est l'autre. My mother is a cow. That makes two of us. By day, my mother's general outline resembles quite ordinary female forms. But the moment night approaches, I see my mother transform herself. My mother is beautiful, a beauty. Her fine, supple, living skin, covered with short and shining hair, her milky teats, her belly where the fur lies in sweet and lustrous waves, and her horns. Those horns she flattens out by day, tucking them discreetly under her chignon. At night, she wears like the crescent moon, with their points thrusting skyward. And we are off. We are going elsewhere. We fly to our rendezvous in the Milky Way. How beautiful. Such beauty. Such beauty. Such beauty. All the breasted creatures of the universe come to the meeting place. Light-footedly they come, laughing in the gorgeous milk dawn, which flows from the cows of the night. And from all sides arise rallying cries. A tumult of emotion stimulated by the milk. My mother is a cow. That makes two of us. And we are off again. We are going to the tundra to wake the sister crows. This is the long-awaited moment. The crows light their corncob pipes, take one deep puff while ruffling their feathers, and start to relate everything they remember regarding us.
It is staggering to hear described out loud the lives of our ancestral mothers, who reaped and were gentle, passionate, and kind, who held their children's hands throughout the night. To hear of their warmth, their friendships, their celebrations that flourished like an apple tree in bloom on the verge of summer. But the crow's tale gradually becomes ominous. The story of what followed the Mother Age speaks only of exterminations, massacres, extortion. Every night, someone rises in her turn to relate what she remembers, when her memory has been restored. Sometimes it is a whale who speaks of extermination, or a she-bear, a mammoth, or a bat, all speaking their fury, their rage. How quickly time passes as we listen to each heart speaking in the Milky Way. We leave in a final gallop, and each of us heads back to her perch, her old kitchen, her pool of mud, her sliver of space. Farewell, my sisters. We will meet again. C'est un grand collectif, le théâtre, mais c'est à partir du travail que je fais en solitaire. D'ailleurs, je pense qu'il est très important d'établir la différence entre isolement et solitude. Je peux dire que je ne souffre pas de la solitude, que c'est un choix. Je veux dire, c'est une condition sine qua non pour moi que d'être solitaire, puisque j'écris. Comment tu meubles ta solitude? Par le travail, par le quotidien, maison, nettoyage, tous les groupes de thérapie, les chats, les oies, les canards, les poules, et puis le chien, Rimouski Belle. Il y a les vaches là-bas, il y a les chevaux, la mère et jument, là, la mère et la fille que je vais nourrir, je vais leur porter des pommes. Alors, une fois que je me suis occupée le matin de tous mes groupes de thérapie, je commence à écrire. Alors, ça meuble beaucoup, beaucoup la solitude. Puis c'est bien agréable parce qu'il n'y a pas vraiment d'interruption, n'est-ce pas? Les bêtes sont contemplatives et autonomes. Ça, on découvre ça à la campagne. Et les poules sont des actrices. Les coulisses sont là, sous le massif de rosiers. Les poules entrent là, elles préparent leur rôle. Et tout d'un coup, ils arrivent et il se passe toujours quelque chose à la campagne. C'est vraiment... c'est tellement beau. Constamment, c'est la beauté des choses, c'est la beauté du monde qu'on voit à la campagne. Et la lumière est visible toujours. J'avais l'impression de voir l'âme de la Terre, de voir que la Terre était comme une espèce d'ange dans l'espace, dans le cosmos. Ce que je trouve difficile et douloureux souvent, c'est l'isolement. D'être, lesbienne et féministe et toute seule, ou presque, dans cette région. À la ville, c'est plus facile de retrouver la communauté lesbienne de Montréal. Elle est partout. Alors qu'à la campagne, je suis vraiment seule, ou presque, là, sur ce plan-là. J'ai su consciemment que j'étais lesbienne à l'âge peut-être de 4 ou 5 ans. Où, pour moi, je ne pouvais évidemment pas mettre le terme lesbienne, que je ne connaissais pas, qui était un grand mot inconnu, sur ce sentiment, et qui est un sentiment complet, qui n'est pas uniquement un désir physique. C'est aussi ça, mais c'est aussi une admiration, c'est une affection, c'est quelque chose de débordant, parce que toute petite fille ou
tout petit enfant. De toute façon, on est débordant d'affection et d'amour. Et je sentais ça vis-à-vis les filles de mon âge, les petites filles de mon âge, et les adolescentes, qui étaient les grandes filles à ce moment-là, qui étaient des géantes. Et où j'habitais, il y avait un tennis, et il y avait ces femmes, pour moi, c'était des Amazones, qui jouaient au tennis. Je voyais que du côté des hommes, il y avait une telle violence. Je pense que dans les milieux pauvres, on la voit plus rapidement, alors que dans les milieux, disons, plus favorisés, plus bourgeois, peut-être qu'elle est plus cachée, plus sourde. Pour moi, c'est évident qu'elle était du côté des hommes. Que les tortionnaires faisaient partie d'un monde mâle, d'un monde à pantalon et à chemise et à grosse voix et à gros coups de poing. Et je l'ai vu très, très jeune et ça n'a fait que me confirmer dans mon amour pour les femmes. Et je pense que c'est ça, fondamentalement, un monde féministe, c'est un monde évidemment plus doux. J'ai commencé à ramasser les poubelles dans les ruelles de la ville de Montréal et je faisais avec ça des femmes telluriques, parce que je trouve que, bon, on traite un peu les femmes de cette façon-là, on les met facilement au vidange, au rebut. Maintenant que je suis dans cette région agricole, alors je ramasse les bidons de lait, je ramasse les répandeuses de phosphate, les vieilles fournaises, les écrémeuses, et j'en fais des femmes telluriques. Ce qui fait beaucoup rire les gens de la région, ils trouvent ça très drôle. Puis, en même temps, quand même, c'est beau. Puis je mets de la paille, puis bon, je fais des cheveux, je fais tout ça. Biologiquement, organiquement parlant, la spirale est dans tout. Il n'y a pas de forme de vie où la spirale n'apparaît pas. Si la spirale n'est pas là, c'est que la chose n'est pas en soi vivante, c'est qu'elle est morte. J'ai la même passion que Nicole Brossard et Louki. Et une des premières choses que je fais quand je peins, c'est tout de suite de placer une spirale. C'est souvent à partir de la spirale, d'ailleurs, que tout le reste apparaît. Et c'est aussi une forme très dynamique, c'est une propulsion. Alors, évidemment, ça me fascine. C'est une priorité pour moi de retrouver ma mémoire, qui est une mémoire de l'histoire, parce que nous sommes, on le sait maintenant, très handicapés sur le plan historique. Par contre, je pense qu'humainement, nous ne sommes pas du tout handicapés, que nous sommes très, très en avance sur le plan humain. Alors, il est important pour moi de rattraper ce handicap et de trouver toutes nos sources et de trouver les femmes occultées et les femmes effacées. Parce qu'en plus de ne pas avoir de nom, on n'a pas d'image. Alors, c'est vraiment... et je pense que c'est important de montrer des images de femmes disparues ou de femmes vivantes. Et je me dis qu'un monde féministe, ce sera aussi celui où des petites filles, des petits-enfants auront dans leur imaginaire des images d'Épinal des femmes. Ce qu'on n'a pas beaucoup aujourd'hui. Alors ça aussi, ce sera pour moi l'évidence même d'un monde féministe qui aura donc des modèles. C'est comme ça que j'ai commencé, avec les images que ma grand-mère me fournissait et les mots que ma grand-mère prononçait et l'énergie qu'elle mettait et la passion qu'elle mettait là-dedans. Alors j'essaie d'en mettre autant dans cette aventure littéraire.
J'ai besoin d'une ville. Certainement, j'ai besoin d'un environnement urbain et idéalement, ce serait la mer, une ville au bord de la mer. Alors pour moi, ça, c'est deux lieux extrêmement privilégiés. Ça, c'est deux modes d'existence qui sont essentiels pour moi. En fait, il y a toujours dans mes romans, il y a toujours deux tables. Hein? Il y a une table de travail, c'est là où je passe une grande partie de ma vie. Et puis il y a une table au restaurant ou dans un café en pleine ville, en quelque sorte. Donc ça, c'est deux types d'environnements que j'aime beaucoup. Et ils sont liés inévitablement à l'écriture ou à la réflexion, à la lecture, à la méditation. C'est beau écrire parce que c'est une autre vie qui prend forme, mais d'autre part aussi, il faut la vivre aussi, sa vie. Alors c'est toujours le déplacement entre la vie, les mots, la réalité et la fiction. L'équilibre, parfois, n'est pas toujours facile. Dans le fond, la réalité, elle se construit exactement comme une fiction. Elle s'organise comme une fiction intérieure. Sauf qu'à un moment donné, on essaie, on émet telle hypothèse, et tout d'un coup, on voit un édifice qui se construit, et tout d'un coup, on voit une ville qui s'organise, et tout d'un coup, on voit des rapports humains qui s'organisent selon tel système de valeurs. I don't want to put off anything until tomorrow. Tonight I'm going to face myself, take stock. I wait for the night to bring things to light. Somewhere between fiction and reality. Which fiction should I adopt tonight? What difference does it make? My roles always precede me. Fiction preys on me. Tonight I speak, to forge a path through silence, a break on the horizon. My words are a white light in the darkness, the negative of the dark words printed on the pages of sleepless nights. As I speak, I have a political pact with other women in mind. Touch me. The personal is political. Words come to the surface. They arise from afar, through the ages. Perhaps it's obvious. Perhaps it isn't. But I'm afraid. Afraid of trading my most vital convictions. Afraid that they will cut off all dialogue, that I will be exiled and banished before I can reach other women. I'm afraid that with all this questioning, the search will lead me to the soft center of myself. It's impossible to find the questions all alone. I have never liked to talk about myself, as if I always had the feeling that there was nothing special to say about my private life. When really that's all that matters. How we are born, how we play, how we laugh, how we cry, how we die. How we take back the night. How we rekindle at night the colors of the dawn.
Lesquels sont plus doux, sont plus beaux? De Blanchevet. De Blanchevet, tu vois? J'ai eu ma fille seulement après 8 ans ou 9 ans de mariage. Tout d'un coup, je suis devenue une femme comme les autres. C'est-à-dire que moi, j'écrivais, j'étais bien dans mon temps, dans mon espace, dans mon désir, dans mes projets. Et tout d'un coup, je suis devenue deux corps à nourrir, deux corps à laver, deux corps à déplacer. Donc, il y a eu comme... J'étais comme restreinte momentanément dans mon espace et dans mon temps, ce à quoi une écrivaine tient énormément. Donc, pour moi, ça a été une remise en question de ma condition de femme que j'avais un peu oubliée. Parce que quand on est relativement libre de notre temps, de notre espace et d'exécuter nos désirs, on oublie en fait ce que ça signifie, ou on peut faire semblant d'oublier ce que ça signifie que d'être né du côté des filles. To write, I am a woman is full of consequences. It is not the mother's body which rots, but the body of any woman who has not found the words for looking at the bruised womb. The mother's body as extended fiction, matter. Our bodies, the bodies of displaced mothers, inverted, as if the womb were to be found in place of the brain. You cannot kill the biological mother without simultaneously exploding fiction, ideology, utterance. I have killed the womb and I am writing it. Dans un espace très rapproché de l'événement de la naissance de ma fille, il y a eu l'amour d'une femme. Et les deux événements se sont combinés pour donner lieu à des textes comme À la mer, par exemple. Et pour moi, ça a été une ouverture, si je peux dire, sur le monde. J'ai vraiment retrouvé en quelque sorte comme un élément, mon élément. Comme on dit un poisson dans l'eau, j'étais comme un poisson dans l'eau, c'est-à-dire que j'étais tout à fait dans mon élément. Et c'est une expérience qui est à la fois physique, sexuelle, spirituelle, intellectuelle. C'est une expérience qui fait éclater, si je peux dire, la réalité. Qui fait que la présence au monde, ma présence au monde, s'est complètement transformée. Et aussi ma perspective peut-être. Moi, je suis une femme qui fonctionne beaucoup avec le regard, avec les yeux. L'œil est un thème très important dans mes textes. Mais à partir de ce moment-là, il y a d'autres sens aussi qui sont devenus importants, comme l'oreille, l'écoute, l'odorat, le toucher, bien sûr. Puis il y a d'autres mots, comme le mot sommeil. Et bien sûr, on sait ce que c'est que le sommeil, mais ça prend une autre texture quand c'est le sommeil avec une femme, si je peux dire. Les mots, ça se transforme. Le sens que l'on donne aux mots, ce qu'on investit dans les mots, se modifie et chaque mot éclate, lui aussi. Je disais tout à l'heure que la réalité éclate, mais chaque mot éclate et se déploie. The transparency of skins, responding to certain signs, all so fluidly. Our bodies entwine, impelled to meld in amazement or in fascination. Literally one another's skin print at the core of a radical motivation. The light of day. Such a flood of light disintegrates the gaze. Eyes sink darkly as a memory. Everything about this woman attracts me, and words become precious few. On the carpet Claire de Rive, ravishing and sharing, she chose with her lips the sea suspended in the dusk of thighs. Intervals and access to the trembling that follows memory. Overcomes oblivion, tender on the ground,
and gathers in her breath ever more precise. Et je dirais que c'est à travers cette expérience amoureuse, qui est une expérience une, mais multiple aussi, parce que je pense que quand on vit cette transformation, ce qui est vécu, ce n'est pas uniquement l'amour d'une seule femme, mais c'est l'amour de toutes les femmes à travers une. Pour moi, la fréquentation des femmes est absolument essentielle parce que c'est en rencontrant, en étant avec les autres femmes, mais à l'intérieur d'un projet, que l'on peut comme reconstituer, mais différemment, une micro-société. These were women who had read books and who all lived in large cities. Women made to last over time and the sea, in town and in love. Transformers, urban radicals, lesbians. Their energy taking shape like electricity through the structure of the matter itself. Chaque femme, avant de devenir féministe, doit apprendre à retrouver ses énergies, sa force et en plus à partager avec d'autres femmes. Parce que des femmes fortes, il y en a toujours eu, des femmes courageuses, il y en a toujours eu. Mais la différence, c'est justement par cette solidarité. C'est-à-dire que ce qui est fait à d'autres femmes m'insulte, m'humilie en même temps, tout à la fois. Et il n'y a que les femmes, à mon avis, qui peuvent nous rendre légitimes à nos propres yeux. Je pense que dans le système patriarcal, il ne faut pas attendre d'être rendu légitime par le regard d'un homme. Je travaillais un texte, puis pendant, je pense à moi, je tournais autour de ce texte-là, et puis je pense que je le réécrivais peut-être 20 fois, puis à chaque fois, j'ai changé un mot ou deux. Et à la fin, j'ai constaté que le problème, c'est que les lecteurs que je m'imaginais dans ma tête, c'était pas les femmes, justement. C'était les hommes. Alors, j'essayais de... Alors que le texte était probablement correct la première fois ou la deuxième fois. C'est le fait que j'imaginais un éditeur, disons, ou je sais pas moi, un critique masculin, ça m'a rendu presque hystérique dans mon écriture. Je tournais en rond constamment. C'est ça. Mais si on imagine que c'est une femme qui regarde, parce qu'il y a toujours quelqu'un qui regarde par-dessus notre épaule mentalement. Alors, si on imagine que c'est une femme qui lit notre texte, elle nous encourage, on s'encourage par rapport à ce qu'on a à lui communiquer. Et puis là, on se dépasse, on se déplace continuellement, mais en nous-mêmes et avec l'autre femme, par exemple, l'autre femme imaginaire. C'est pour ça que les textes féministes, la réflexion féministe est si fondamentale parce que c'est quelque chose qui est là pour être partagé avec toutes les femmes. Ce n'est pas pour être partagé qu'entre féministes, c'est fait justement pour essayer de comprendre comment il nous est difficile de passer du système ou de la pensée patriarcale à une pensée féministe. Et quand on dit une pensée féministe, c'est une pensée qui fait qu'on est en combat, qu'il va y avoir à un moment donné ou à un autre des affrontements. Que ce soit des affrontements à l'intérieur de la famille, à l'intérieur du couple, ou que ce soit des affrontements sur la place publique contre la pornographie, contre le viol, des affrontements avec des législateurs. Inévitablement, il faut confronter cette réalité patriarcale. Regarde. Mon Dieu, des religieux ici. Eh bien, on aura tout vu. Les millefeuilles, ça va pour l'écriture, mais... Non, ça me fait penser, je veux dire, comme si le sens était là. Bon, ça, c'est comme si c'était le sens patriarcal. On est toujours dans ce sens-là. Et puis, je pense qu'on l'a reçu, on l'a assimilé, on est dedans. Mais à un moment donné, on commence une parole différente qui commence à bouger. On est toujours dans le sens patriarcal. On est toujours dans le sens patriarcal, mais à un moment donné, on bouge, et puis là, on arrive à ce que j'appelle, moi, la limite entre ce qui fait sens et le non-sens. Le non-sens qui serait ici, et puis là, on est obligé, on a peur, je pense qu'on a peur à ce moment-là, puis on poursuit quand même notre recherche. On longe, en fait, cette ligne qui va faire notre équilibre entre la réalité puis la fiction, ce qui fait sens et ce qui n'a pas de sens. On revient dans le système patriarcal, mais on est déjà différents. Et puis là, cette fois-ci, on peut franchir. On peut franchir dans un territoire nouveau, et là, on donne du sens à ce qui n'en avait pas auparavant pour nous.
Et puis là, on continue et on revient aussi parce que c'est une zone, moi j'appelle ça une zone très dangereuse. On peut presque sombrer dans la folie ou dans la fiction, puis on revient. Et puis là, on le déplace. Puis en fait, si on veut parler d'une civilisation ou d'une transformation de toute une société, bien, c'est peut-être comme ça que ça se fait graduellement. Et ça se fait aussi, je dirais, bon, dans l'écriture, si on regarde l'écriture d'une manière très précise, mais en tant que mouvement des femmes aussi. C'est un peu comme le mouvement des femmes qui, à un moment donné, avec les perspectives nouvelles qu'on propose et le travail de recherche qu'on fait, à un moment donné, les valeurs de la civilisation risquent de se retrouver transformées. Inspire, aspire, emotion. I imagine the unthinkable geometry, the ardent form. Dans mon écriture, par exemple, qui a toujours été une écriture de chercheuse, toutes les idées qui me sont venues, ou enfin toutes les idées les plus fondamentales que j'ai eues et qui pouvaient s'appliquer bien ou aussi en dehors du contexte des femmes ou d'un contexte féministe, je ne les ai eues. J'ai eu les idées, les pensées, les intuitions que parce que je me suis mise à regarder du côté femme. C'est-à-dire que ma perspective était fondamentalement femme et lesbienne aussi. Une réflexion, par exemple, sur pourquoi c'est difficile pour les femmes d'exprimer clairement un certain nombre d'idées. Parce qu'on est coincé dans un système où on est presque obligé d'employer justement des tautologies, où on est coincé dans un système où on est ambivalente. Mais en même temps, c'est très fructueux aussi à un certain niveau, cette ambivalence, parce qu'au niveau de l'écriture, ça permet de créer, de produire de nouvelles images. Cosmos, osmose, cosmos, annule, avive, avide, gravite. La femme, la mère. La femme, human mind, la pensée, les formes. Chute, chatte, chatte. Je pense qu'il y a certains mots qu'on est forcé d'inventer, mais il y en a d'autres qui sont là et qui sont à portée de la main, en fait. Si tu vas voir au dictionnaire, tous les mots ont au moins 2 sens possibles, parfois 3, 4 ou 5. Tu vas voir à l'étymologie. C'est-à-dire qu'avec un mot très simple, tu peux recréer tout un univers, sauf que tu ne le vois pas de la manière traditionnelle ou que tu ne le vois pas d'une manière unique, c'est-à-dire ou dans un sens linéaire. Tu prends le mot et puis c'est comme si tu l'ouvrais exactement comme un éventail. Parce que dans le fond, les mots, c'est ça, c'est de la magie. Ça fait apparaître, ça fait disparaître les gens. Alors, si on donne un sens, le sens origine de nous, si je peux dire, à ce moment-là, on va se faire apparaître, mais dans l'image, portée par l'image que l'on a ou que l'on veut devenir l'image de ce qui est essentiel en nous. Moi, c'est ce que j'appelle mon essentiel. Tu sais, il y a ma femme intégrale, puis il y a ma femme essentielle. That day, I was imagining my thought process. Ever watchful of the movements unfurling in a spiral in books written by women. I was as though seized by the inner logic, ceaselessly calling women to meld with, eject from the primal shell shape, taking with them the rhythm and sound of waves, repeating, modulating, tearing themselves from the waters. Fertile and consistent in the cycle of births and rebirth. The spiral's motif, circulates and circulates. Circle arcs and female cycle coil round, interlaced in tender arms by lovely arms. Celebration among the mosses of the moist presence of the spiraling word repeated as never before. Une
intention dans mon écriture, c'est de créer du trouble. C'est-à-dire que quand les gens lisent le texte, qu'il y ait un certain trouble qui se produise à ce moment, au moment de la lecture. Parce que je pense que quand on est troublé, on est forcé de s'interroger et que le trouble modifie en quelque sorte notre champ de conscience. Donc, pour arriver à produire ce trouble-là, il fallait travailler dans la syntaxe, la grammaire. She says a drift, meaning an ordered sequence of terms sitting in the center of the room in the however real of things. The woman pronounces invisible words. It's real, to a point blank. When words well worn in the same place suddenly to break. Short-circuiting the emotions, the idea, the concept. Hope along the curve of the crystalline lens, where I derive the current meaning of words. My resistance to anecdote, I imagine it as a refusal of the inner workings of daily life. Si au moins tu avais une mère qui pouvait raconter des vraies histoires dans ses romans. Oh, mon grand-père racontait des bonnes. Ton père racontait des bonnes? Mon grand-père. Ton grand-père. Ah oui, ta grand-mère me demande toujours, mais Nicole, quand est-ce que tu vas m'écrire un vrai roman, là, un roman que je vais pouvoir comprendre, un roman avec une bonne histoire, des vrais personnages? J'ai beaucoup de difficultés. Je ne sais pas si je vais réussir un jour à combler son désir, mais j'ai pas l'impression que je suis partie pour ça. Hein? Ouais. On dit toujours que le patriarcat nous a proposé trois images de femmes, hein? La mère, la vierge et la putain. Mais il ne faut jamais oublier aussi cette autre image de femme dont on ne veut pas entendre parler et qui est très importante, qui est celle de l'Amazone, qui est celle de la sorcière. Et dans le fond, c'est la féministe, c'est la femme qui remet en question un système. Le féminisme, en quelque sorte, allume ou fait apparaître à partir d'une dimension d'une femme, d'un fragment d'une femme, la femme peut prendre devenir tout intégrale. Parce qu'on a été fragmenté dans la pensée, dans la société patriarcale. On a été des seins, des utérus, on n'a été que des fragments de femmes. On n'a jamais été une entité intellectuelle, spirituelle, émotive, affective. Bon, alors c'est ça qu'on est en train, je pense, de retrouver, c'est cette intégrité. Comme, par exemple, dans l'hologramme, c'est une toute petite plaque et ça reproduit en 3 dimensions l'objet. Et si on brise la petite plaque de l'hologramme, avec un seul de ces fragments, on peut reconstituer l'image. Et c'est un peu aussi ce qui arrive avec une partie de nous-mêmes. Si elle est essentielle, ou une cellule de nous-mêmes, on peut reconstruire la totalité de son être. Et ce qui est intéressant aussi dans l'hologramme, c'est qu'on parle d'images réelles et d'images virtuelles. C'est un peu aussi ce qu'on est, c'est-à-dire il y a une partie en nous qui est très réelle, qui est inscrite dans la réalité. Quand on se promène sur la rue ou qu'on est dans la maison ou qu'on est avec nos enfants, bon. Et il y a aussi une partie virtuelle, une image virtuelle en nous. Et c'est cette image-là, moi, que je veux voir se développer. Parce que nous sommes des images en mouvement, en train de se développer, un peu comme peut-être quand on développe des photos et qu'on voit peu à peu apparaître l'image, on voit l'image prendre forme. Jusqu'à maintenant, tu vois, on a associé femme et nature et aussi femme, nature, mort. On a établi cette association dans le réseau symbolique de la société occidentale. La nature, ça voulait dire quoi? Ça voulait dire l'eau, la terre, ça voulait dire une nature que l'on peut dominer, comme on domine la femme, que l'on peut exploiter, comme on exploite la femme, et une nature qui est très menaçante aussi, parce qu'on peut être détruit par la force de cette nature, si on pense à l'océan ou si on pense au feu, si on pense à la terre qui ne produit pas la récolte, on peut aussi. Donc, jusqu'à maintenant, l'homme, avec son grand H et son petit H, a dominé et exploité cette nature. Or, la nature, ça n'est pas non plus que ce qui est visible, comme les femmes ne sont pas que ce que l'on peut voir d'elles-mêmes.
La nature, c'est aussi de l'électricité, des ondes, des vibrations, toute une dimension que l'on commence à connaître, que la science commence à connaître et à découvrir. Et je pense que dans un monde féministe, on comprendrait qu'on ne peut vivre qu'en harmonie avec la nature, que nous sommes une partie de la nature et que nous vivons en elle-même et que nous pouvons transformer de l'énergie, mais non pas la dominer et l'exploiter.